N'y a-t-il pas eu dans le monde arabe des organisations d'esclavage, c'est-à-dire un esclavagisme historique qui a fait qu'à un moment donné, on s'est donné le droit, au nom de ce qu'on considérait dans le Coran comme le fait d'avoir des esclaves parce que c'est noté dans le Coran, n'y a-t-il pas eu cette justification historique? Ben oui, il y a eu. Bien sûr qu'il y a eu. Et je dirais même à ceux qui nous entendent et à ceux qui comprennent ceci, que le meilleur moyen de défendre l'islam, c'est pas au nom de la perfection de l'islam de laisser entendre que les musulmans le furent historiquement, non. La perfection de l'islam, c'est de reconnaître l'imperfection de musulmans qui ont utilisé l'islam et utilisé des catégories entre guillemets raciales, des catégories de couleurs pour imposer une suprématie de ce point de vue qui était une suprématie arabe chez certains. Merci beaucoup, professeur. Vous allez nous excuser, vous allez vous présenter à nos lecteurs et à nos téléspectateurs. Ben écoutez, je suis Tarek Ramadan, donc j'ai été, parce que maintenant je suis à la retraite, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Là, maintenant je suis retraité et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages autour des questions qui sont liées à l'islam, sur les fondamentaux de l'islam, sur les questions de droit, de jurisprudence et de la réflexion sur les fondements, et puis en même temps l'islam dans les pays majoritairement musulmans comme l'islam en situation des pays d'Occident. Voilà, ça a été mes trois domaines de réflexion ont été ceux-ci. D'accord. La première question, c'est de savoir, docteur, alors, quelle relation avez-vous en général en Afrique et en particulier la Guinée? Les relations en Afrique, elles sont très très anciennes, puisque mon premier voyage en Afrique remonte à 1980, donc ça fait plus de 50 ans maintenant, oui. Plus de, oui, non, 44 ans en fait, pour compter juste. Donc ça fait longtemps, j'étais jeune quand j'y suis allé la première fois. Évidemment, moi je suis d'origine égyptienne, donc ma relation à l'Afrique, j'ai toujours considéré que l'Égypte était... il fallait le considérer, contrairement à ce qu'on fait comme différence dans les propos. Souvent en Afrique, on dit moi je suis africain, voulant dire par là que l'Afrique de l'Ouest représenterait l'Afrique, et puis l'Afrique du Nord, ce serait moins l'Afrique, et même d'ailleurs les Africains du Nord ou les Moyen-Orientaux qui vivent en Afrique ont souvent cette perception-là, ce qui n'est pas la mienne. Donc je suis d'origine africaine, évidemment, de mémoire, et ma relation avec tous les pays d'Afrique que j'ai pu visiter, ils sont très nombreux, a toujours été extrêmement forte. Je suis beaucoup allé au Sénégal, beaucoup en Côte d'Ivoire, beaucoup au Mali. J'ai visité les pays de la région, quelques pays d'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Mais malheureusement, les 2 fois où je devais me rendre en Guinée, pour des raisons qui étaient hors de ma volonté, cela n'a pas pu se produire et se réaliser. Mais je désespère pas un jour, si Dieu le permet, de pouvoir vous rendre visite en Guinée. Docteur, comme vous dites, est-ce que vous avez une connaissance ou des relations avec les islamologues guinéens? J'en ai rencontré, enfin, ce que vous appelez des islamologues, c'est-à-dire j'ai eu des interactions avec 3 types de personnes qui venaient du Guinée. Des personnes qui étaient des enseignants universitaires, des universitaires. Il y a eu des imams, c'est-à-dire des gens qui étaient plutôt des leaders de prière. Et puis, il y a eu un certain nombre de personnes qui avaient pu produire une pensée islamique dans les débats. Donc, j'ai pu en rencontrer ici et là. Quand on avait le colloque international des musulmans dans l'espace francophone, il y avait des délégations qui venaient de Guinée. Et certains étaient soit des chouyours, c'est-à-dire de jeunes savants musulmans, soit des imams, soit des étudiants. J'ai d'ailleurs 2 ou 3 étudiants guinéens dont un avait fait un master sur ma pensée et un autre avait fait un doctorat sur une comparaison, si ma mémoire est bonne, entre ma pensée musulmane par rapport aux défis contemporains sur la question de l'éthique et puis
en relation avec d'autres savants du monde musulman contemporain. Donc, il voulait voir quelles étaient les différences en fonction des lieux et des situations. Docteur, je vais revenir juste sur une question. Il y a plusieurs années, c'était sur la colonisation du monde Afrique subsaharien. La civilisation subsaharienne a été importante. Certaines estiment que l'islam a été imposé à certaines communautés africaines. Comment analysez-vous ces débats? Alors, il ne faut pas le minimiser, ce débat, parce que souvent, les Arabes et les Africains qui viennent des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord partent du principe qu'il ne faut pas, que ce n'est pas la même réalité, que la colonisation occidentale a été différente de la présence arabe ou du fait de l'islam dans les pays subsahariens. Les faits, il faut les considérer historiquement pour ce qu'ils sont, à savoir qu'effectivement, il y a eu à partir de, très tôt d'ailleurs, à partir du Xe siècle, et puis ensuite dans les siècles qui ont suivi, une présence qui s'est répandue dans toute l'Afrique. Ça n'était pas d'abord, contrairement à ce qu'a été la colonisation occidentale, ça n'était pas une colonisation qui a été politique. C'est pas exactement la même chose que ce fut même d'ailleurs avec la présence de l'Empire ottoman plus tard. C'était d'abord une présence dont trois éléments sont à mettre en évidence. La première, c'est que ça n'est pas une conquête militaire. Les premières manifestations de la présence musulmane en Afrique subsaharienne, par exemple, ça a été des migrations dont certaines sont des migrations commerciales. C'est par le commerce et par l'intelligence, c'est-à-dire même des instituts de formation, des instituts de formation religieuse aussi après coup, que c'est présenté et que c'est partagé la foi musulmane. Donc on n'est pas dans le missionnariat qui a accompagné la colonisation occidentale, qui a, pour offrir le pain, imposé la Bible. Donc ici, c'est deux choses qui sont différentes. Vous avez cet élément-là qui est un élément historique. Maintenant, qu'il y ait un facteur exogène à la réalité africaine et des cultures africaines, ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est venu avec une religion monothéiste et c'est entré en relation, parfois en conflit, avec les cultures qui étaient des cultures tribales ou des cultures polythéistes, ou ce qu'on a appelé aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aujourd'hui faussement dans les traditions de l'histoire des religions, l'animisme. Donc ça existait, et ça existe d'ailleurs encore, mais cette réalité, elle est exogène. Mais ça n'est pas parce qu'une chose vient de l'étranger qu'elle s'impose de la même façon. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que le colon qui vient de l'étranger vient imposer que tous ceux qui viennent de l'étranger ont imposé comme les colons. Cette histoire réductrice qui fait que certains penseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui tout le rapport à la revendication noire, à l'opposition racialisme et tout ceci, à la revendication du fait d'être noir par rapport à la colonisation arabe et de créer de ce point de vue une tension en disant finalement la tension avec les Arabes et l'islam elle est de même nature qu'avec l'Occident et les Blancs, tout ça entre guillemets, c'est d'abord une méconnaissance de l'histoire et une fausseté sur les réalités historiques. Donc, premier élément, ça a été effectivement d'abord dans les relations commerciales avec une présence et une expansion qui s'est faite d'abord dans les premiers temps, jamais dans la guerre, jamais avec un esprit de conquête guerrière, mais de présence commerciale. C'est-à-dire c'était plus la recherche de marché que l'imposition d'un pouvoir. Ensuite, il y a eu les institutions d'enseignement et d'éducation qui se sont placées avec ce qu'on a appelé effectivement la darwa, c'est-à-dire le fait de répandre le message. Et celle-ci, elle n'a pas été faite de la même façon que la colonisation occidentale et l'imposition, qui était finalement quelque chose de tout à fait différent. La colonisation occidentale, elle ne se cache pas d'une volonté civilisationnelle. Elle ne se cache pas d'un discours qui se pense supérieur à ceux qu'il rencontre. Et c'est pas du tout la même chose que ce que vous allez avoir dans les premières présences des commerçants musulmans ou des savants musulmans ou des intellectuels musulmans.
qui pensent effectivement que l'islam, c'est la dernière des religions, mais leur religion leur dit qu'il faut respecter toutes les cultures. Et ça, c'est le troisième facteur qui est important, c'est qu'il y a eu, de la part de ceux qui sont venus en Afrique, un processus qui a été surtout un processus contraire à la colonisation occidentale. La colonisation occidentale, elle vient et elle veut faire perdre sa culture aux colonisés en imposant un cadre qui est un cadre de pouvoir, de législation et d'organisation administrative qui vient de l'étranger. C'est pas du tout ce qui s'est passé avec la présence musulmane, parce que dans le discours des musulmans, c'est le contraire qui se passe. Il va y avoir un phénomène d'acculturation, c'est-à-dire que l'islam va rester tel qu'il est, mais la culture africaine, elle va pas être déformée en ce qu'elle est. Elle va être intégrée, raison pour laquelle on a raison de dire qu'il y a un seul islam pour toute la religion, mais il y a un islam africain ou même de plusieurs ethnies et tribus africaines, parce que le principe même de la religion musulmane, c'est de garder ses fondements et de reconnaître les cultures. C'est pas du tout une imposition qui est une déculturation de là où on vit, c'est une acculturation à la culture dans laquelle on vit. Donc la reconnaissance qui fait que quand vous allez en Afrique, vous voyez bien, n'importe quel arabe qui va en Afrique, il se voit bien que la culture n'est pas la même, que le quotidien n'est pas le même, que la culture a été respectée, même si on a les mêmes fondements, même si on a le même Dieu, même si on prie de la même façon, même si on jeûne de la même façon. Donc, il y a un phénomène, et c'est ça qui est juste, c'est un phénomène qui vient de l'extérieur. Mais le processus historique, il n'est pas du tout celui d'un pouvoir qui impose une déculturation, une dépréciation de la culture, et qui va, de ce point de vue, être totalement différent sur le plan de l'histoire. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, il ne faut pas éviter la question épineuse. N'y a-t-il pas eu, chez un certain nombre de ceux qui sont venus après coup, un regard sur les Noirs qui a été dépréciatif? N'y a-t-il pas eu dans le monde arabe des organisations d'esclavage, c'est-à-dire un esclavagisme historique qui a fait qu'à un moment donné, on s'est donné le droit, au nom de ce qu'on considérait dans le Coran comme le fait d'avoir des esclaves parce que c'est noté dans le Coran, n'y a-t-il pas eu cette justification historique? Ben oui, il y a eu. Bien sûr qu'il y a eu. Bien sûr qu'il y a eu chez un certain nombre de personnes qui étaient à la tête de compagnie ou à la tête de pouvoir, un regard qui a été raciste et dépréciatif à l'endroit des Noirs, qui n'est pas né de l'islam, qui n'est pas né de l'origine même de la présence de l'islam en Afrique, mais de l'utilisation du religieux et d'un certain nombre de pouvoirs, d'une catégorisation. L'islam est venu en arabe, aux Arabes, qui ont forcément une prééminence sur tous les autres. Et donc ceci, on ne peut pas nier qu'historiquement ça a eu lieu. On ne peut pas nier la réalité de l'esclavage qui a été organisé par des marchands arabes. C'était pas uniquement les occidentaux et les chrétiens, ça a existé ceci aussi. Donc c'est là où il faut être très précis. Reconnaître la réalité historique d'un élément exogène qui va épouser la culture et vivre avec, et l'instrumentalisation par certains, mais qui n'est pas la substance même de la présence étrangère ou de l'islam qui s'installe, qui va être l'utilisation à des fins commerciales, à des fins de pouvoir et d'imposition d'un pouvoir. On ne peut pas, de ce point de vue, ne pas le reconnaître. Et je dirais même à ceux qui nous entendent et à ceux qui comprennent ceci, que le meilleur moyen de défendre l'islam, c'est pas au nom de la perfection de l'islam de laisser entendre que les musulmans le furent historiquement, non. La perfection de l'islam, c'est de reconnaître l'imperfection de musulmans qui ont utilisé l'islam et utilisé des catégories entre guillemets raciales, des catégories de couleurs pour imposer une suprématie de ce point de vue qui était une suprématie arabe chez certains. Et je dis ceci d'autant plus que nous n'en sommes pas encore sortis, c'est-à-dire que quand vous êtes, pour certains, musulmans et de culture arabe avec la langue arabe, il y a parfois une attitude de supériorité, un complexe de supériorité qui laisse entendre que quand vous êtes converti
en Occident, eh bien, vous ne pouvez pas apporter à cette religion plus que ce que les Arabes ont. Et quand vous êtes africain, vous devez être éduqué par les Arabes qui ont et le texte et la langue. Et de ce point de vue, il faut effectivement faire comprendre à ceux qui sont dans le suprémacisme arabe, eh bien que il se pourrait que ce soit exactement le contraire. C'est qu'à force de penser qu'ils ont la langue et le texte, ils ne le méditent plus, et que ceux qui viennent de l'extérieur, qui apprennent et la langue et le texte, peuvent être dans leur réalité historique d'un apport nouveau dont a besoin aujourd'hui la pensée musulmane contemporaine. Merci, docteur, pour cet éclaircissement. Alors, on voit aujourd'hui la situation de l'immigration de l'Afrique vers l'Occident, mais ce n'est plus le cas comme le déplacement des Arabes vers l'Afrique ou le commerce triangulaire que je vais le dire. Actuellement, nous voyons beaucoup plus des migrer vers l'Europe avec le même objectif, peut-être la même détermination d'avoir à quoi manger. Comment analysez-vous de migration de l'Afrique, des Africains vers l'Occident tout en prenant également d'une façon à une autre cette culture et cette civilisation occidentale? Écoutez, par rapport à la question de la migration, il faut avoir une vue un peu plus profonde. C'est-à-dire que les racistes, toute l'idéologie d'extrême droite, tous ceux qui aujourd'hui ne pensent qu'à leur pouvoir et à leurs intérêts ou à leur précaré, c'est-à-dire les intérêts et les avantages qu'ils ont toujours avantage dans cette discussion sur la migration de s'arrêter au mouvement des peuples et des populations en disant ce mouvement des peuples, il est acceptable selon une certaine quantité et il ne l'est plus à partir d'une certaine quantité. Donc c'était la fameuse formule de Michel Rocard en France en disant nous ne pouvons pas accepter toute la misère du monde. Donc voulant dire on a une limite, il y a un quota, on ne peut pas. Donc cette attitude qui est devenue aujourd'hui la norme dans le monde, pas simplement européen d'ailleurs, vous avez exactement la même chose aujourd'hui aux États-Unis. Les États-Unis comme le Canada qui sont des pays d'immigration, ils disent attention, le mouvement de la migration, tout ça c'est bon mais avec des limites. Et les limites, ils les basent sur quoi ? Les limites, ils les basent sur qu'est-ce que cette migration va nous prendre de notre confort et de notre bien-être. Donc on reste doublement superficiel. On regarde la migration dans le mouvement et on considère qu'elle est bonne quand elle nous apporte et qu'elle devient dangereuse quand, de ce point de vue, elle met à mal nos intérêts économiques et sociaux. Cette lecture-là, il faut la refuser parce qu'elle est un mensonge méthodologique. Elle est un mensonge sur la compréhension de ce que c'est que la migration. La migration, avant d'être simplement le mouvement des peuples, elle doit se poser la question de savoir, mais comme vous, comme n'importe quel individu sur la Terre, quand quelqu'un voyage, quand quelqu'un migre, et nous, c'est d'autant plus quelque chose qui participe à notre histoire, que le début de l'histoire musulmane, c'est la hijra. Omar ibn al-Khattab, il a commencé l'an 0 et l'an 1 de la comptabilité de l'année musulmane à partir de l'hégire, à partir de ce mouvement. Et comment est-ce qu'on le comprend, nous ? À partir de quel moment, dans notre histoire et le fondement de notre histoire, il y a eu un mouvement. Eh bien, ce qui nous est demandé, c'est toujours de se dire, c'est pas le mouvement qui doit être analysé, c'est les raisons des départs et les raisons des objectifs. Pourquoi, en fait, les gens se meuvent. Et quand vous me parlez aujourd'hui du mouvement qui va de plus en plus encore de l'Afrique vers l'Occident, si vous êtes en occidental superficiel, vous allez dire, le mouvement c'est bien, mais jusqu'à une certaine limite. La limite, c'est vous arrêtez de me voler mon pain, de me voler mon travail, de me voler ou de changer ma culture ou d'être dans le grand remplacement. Cette attitude-là, elle est absolument intolérable parce qu'elle laisse entendre que ce qui va constituer le bien fondé de la migration dépend
de ce qu'elle prend au pays qui reçoit, mais pas de ce que l'on vole au pays dont on part. Et c'est là où il faut reposer les questions, c'est les causes de ces mouvements-là. Or, aujourd'hui, l'Afrique, plus que jamais, elle vit la triple équation de son dépérissement du point de vue économique. Pourquoi ? Parce que, en fait, toutes les richesses africaines, aujourd'hui encore plus qu'hier, sont spoliées par des pays, par des multinationales et par des entrepreneurs qui sont sans foi ni loi. Alors, vous voyez bien, aujourd'hui on se dit, et là certains sont très contents en se disant, oui, la France est en train de perdre du terrain. Oui, la France perd du terrain, mais l'Amérique en gagne, la Chine en gagne, Israël en gagne, et la Russie y gagne, et la Turquie y gagne. Donc ce sont tous des pays étrangers. Quand la France gagne du terrain, est-ce que c'est les Africains qui le gagnent ? Ben non, c'est d'autres compétiteurs. Et donc la réalité, c'est qu'on voit le mouvement reste, le mouvement s'amplifie, mais on n'étudie pas assez les raisons. Et la raison, c'est que tous ces pays dont je vous parle là maintenant, que ce soit même ceux qui sont du BRICS, la Russie ou la Chine, ou même Israël dont on parle peu, ou même aujourd'hui les États-Unis qui sont très très présents, eh bien, qu'est-ce qu'ils se partagent ? Ils se partagent les richesses naturelles du continent le plus riche de la Terre, en fait. La réalité en Afrique, c'est que les causes premières qui expliquent le mouvement qui va du sud vers le nord, eh bien, c'est que le vol, la corruption, la mainmise sur les ressources africaines n'a cessé, de ce point de vue, d'augmenter et de se diversifier au gré des pays. Parce que si au départ on avait essentiellement parfois les Portugais, mais surtout la France et l'Angleterre comme pays colonisateurs, et bien tout ceci s'est diversifié. Aujourd'hui, vous avez des prédateurs dans ces pays que j'ai cités. Donc, on peut regretter que les Africains quittent leur pays et qu'ils partent en masse. On ne peut faire que constater que ce qui fait qu'ils partent, c'est des politiques internationales et multinationales d'entrepreneurs qui, année après année, décennie après décennie, continuent à voler et à spolier les richesses africaines. Toujours avec un discours qui est un discours d'anciens colonisateurs. Et donc, si on a fini la colonisation politique, on n'a pas fini la colonisation économique et culturelle. Ça, c'est le premier élément dont il faut parler. Le deuxième élément dont il faut parler, c'est l'injustice qui s'ajoute à l'hypocrisie. Et l'injustice qui s'ajoute à l'hypocrisie, c'est que vous avez des programmes de formation, vous avez des écoles privées, des écoles américaines, des écoles françaises. Maintenant, vous allez avoir des écoles de formation en termes de technologie qui peuvent être chinoises ou qui peuvent être russes. Et qu'est-ce que l'on fait ? On forme des esprits en Afrique et on se dit, au moins, on est en train de former des intelligences, une matière grise qui va pouvoir apporter quelque chose à l'Afrique. Mais c'est pas ce qu'on fait. C'est que, non content de prendre la matière première, la matière grise que l'on forme et que l'on éduque en Afrique, on la prend chez nous pour pouvoir faire en sorte qu'on y travaille dans les multinationales, qu'on y travaille dans les hôpitaux, qu'on y travaille dans la technologie. Donc, on vole les ressources sous la terre et on vole les intelligences sur la terre. C'est comme ça que le traitement se fait aujourd'hui et on met toutes ces intelligences au service des intérêts occidentaux. Donc, on a de ce point de vue quelque chose qui est véritablement une double spoliation. Parce que coloniser si vous voulez, instrumentaliser les esprits et coloniser leur emploi à des fins occidentales, ça c'est un deuxième vol que l'on fait pour les pays africains. Et ensuite, la troisième je vous disais qu'il y avait 3 éléments dans l'équation, ou 3 équations à ce phénomène. La troisième équation, quelle est-elle ?
elle est que les gens qui finalement ne peuvent pas rester dans le pays, parce que le pays il est pauvre, parce qu'il y a une corruption dans le pays, parce qu'il n'y a pas de transparence politique, parce qu'il n'y a pas d'ouverture économique, parce qu'il n'y a aucune opportunité qui est donnée, eh bien à partir d'un certain moment, face à la misère, eh bien, il y a quelque chose que nous, on a dans notre tradition. Ardullahi wasi'a. Vous pouvez quitter votre pays parce que le pays, il est dictatorial ou corrompu. Vous pouvez aussi quitter votre pays parce que votre pays, il est pauvre sans absolument aucune opportunité d'avenir. Et que ça, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et que quand quelqu'un n'a plus d'options, c'est où je m'en vais, où ma survie mènera à ma mort, eh ben, les gens partent. Et donc, encore une fois, on aimerait dire aux gens, mais restez, il faut que vous soyez l'avenir de votre pays. Elle dit, mais l'avenir de quel pays? Puisque c'est un pays qui ne me donne aucun avenir. C'est un pays qui va me détruire. C'est un pays dans lequel il n'y a aucune opportunité. Et le troisième élément de la troisième équation ici, elle s'ajoute à une troisième injustice, c'est que ces gens-là, quand ils vont quitter le pays, on va les criminaliser en fait. Ils deviennent des criminels, ce sont des réfugiés économiques qui fuient leur pays qu'on vole, et ensuite on dit, mais pourquoi vous quittez votre pays? Vous respectez pas la loi en fait. Nous, on vous vole légalement et vous fuyez illégalement. Et vous êtes maintenant les criminels de notre système. C'est-à-dire que légalement, on a mis en place un système qui vous vole, qui vole et la terre et les intelligences, mais vous n'avez pas le droit de fuir parce que c'est illégal. Donc on joue avec le droit comme on veut, donc ça devient illégal, donc on devient clandestin, donc on finit à Lampedusa où on finit mort dans la Méditerranée, etc., avec une troisième équation qui est l'injustice suprême en fait. On reproche à des hommes de vouloir rester des hommes dignes, en fait, puisqu'on vit et on les pousse à l'indignité, et on aimerait qu'ils réagissent dans la dignité. Et on met le droit dans tout ceci. Et donc, on en fait des criminels. C'est-à-dire, on les a criminalisés dans ce système-là. Et de ce point de vue, ça ne peut pas être. Cette réalité, elle est une réalité profondément injuste. Donc, autant on peut le regretter, il faut comprendre ça de cette façon-là. Et encore une fois, moi, je suis absolument pas de ceux qui acceptent ce discours africain qui finalement, pour montrer de la dignité, irait condamner ceux qui fuient le pays ou ceux qui sont partis. Encore une fois, expliquer ne pas justifier. Mais comprendre pourquoi des femmes et des hommes s'en vont, pourquoi ils risquent leur vie et la vie de leurs enfants dans des situations aussi dramatiques que ce que l'on voit avec les morts qui meurent en mer Méditerranée, qui meurent dans l'océan Indien ou qui meurent entre la France et l'Angleterre. Eh bien, de ce point de vue, il faut ne pas accepter le discours qui simplifie en disant « ça n'est un problème que quand on vient prendre nos richesses ». Non, ça a commencé à être un problème quand vous êtes allé voler les richesses. Alors, aujourd'hui, comment voyez-vous l'islam en Europe? Ce que je vois de l'islam en Europe, et il faudrait parler, encore une fois, il faudrait parler de l'islam en Occident. Parce que de ce point de vue, les réalités américaines, canadiennes, américaines et européennes se rejoignent. Et de ce point de vue, on en est aujourd'hui dans certains pays. Vous savez que la France, de ce point de vue, est le pays qui est le plus en avance sur le plan de la présence et sur le plan de la quantité. On arrive maintenant à la 5e génération. En termes de présence musulmane, on est entre 8 millions et peut-être même 10 millions de Français ou de résidents de confession musulmane en France. Et ça s'est réparti pratiquement partout. C'est un phénomène transnational. C'est un phénomène transnational avec une vraie présence musulmane au Canada, une importante présence active d'Américains de confession musulmane. Et donc, quand je parle d'Américains de confession musulmane, il faut considérer les African Muslims, c'est-à-dire African American Muslims, c'est-à-dire les musulmans noirs, comme les musulmans immigrés de profession libérale qui ont une vraie présence de ce point de vue, puisqu'ils sont dans les professions de plus en plus riches et à l'inverse de ce qui se passe en Europe. Mais vous avez un phénomène qui dit quoi en fait, dont on peut dire deux caractéristiques. La première des caractéristiques, c'est que après s'être pensé comme issu de la migration et de l'immigration, la conscience musulmane occidentale
elle se pense maintenant comme citoyenne. Donc il y a quelque chose dans ce qu'on appellera la psyché ou dans l'état mental ou dans la considération intellectuelle qui dit, ben voilà, maintenant on est chez nous, cette idée qu'on va rentrer en Afrique, rentrer au Moyen-Orient ou rentrer en Asie, c'est terminé, ça n'arrivera pas. Donc ça c'est important, pourquoi ? C'est important que cette espèce d'attitude mentale, de représentation de mentale, qu'on n'ait pas chez nous en Occident, eh bien ça a changé. Même si l'extrême droite, même si vous avez Trump aux États-Unis, vous avez l'extrême droite en Europe, qui continuent et qui veulent faire ce discours, associer ce discours à l'islam, c'est l'immigration, c'est les étrangers. Ça, historiquement, dans la pensée de la majorité des musulmans qui se sont installés depuis plusieurs générations, c'est acquis majoritairement sur ceux qui sont restés. Maintenant, vous avez toujours des vagues, comme on vient de le dire, il y a toujours des vagues qui viennent et eux, ils sont pas chez eux. Et donc, on essaye d'utiliser ceux qui viennent d'arriver pour décrédibiliser l'appartenance de ceux qui sont là depuis des années. Donc c'est un jeu aujourd'hui. Pourquoi on insiste énormément sur la migration ? C'est pour déstabiliser les anciens immigrés qui, eux, considèrent que finalement, ils sont chez eux et donc on entretient un discours qui est un discours sur l'altérité de l'islam à l'Occident, alors que maintenant, cette affaire-là, elle est perdue déjà. Dans la rhétorique de l'extrême droite, c'est perdu. L'islam est une religion et européenne, et américaine, et asiatique, et nord-américaine d'un point de vue général. Le deuxième phénomène, ça c'est le premier phénomène sur le plan de l'attitude mentale. Le deuxième phénomène, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie réaffirmation de l'appartenance à l'islam, mais avec une compréhension du contexte. Avec une compréhension du contexte européen qui met en évidence effectivement que il faut que l'on comprenne que la culture arabe ou la culture orientale ou la culture africaine de l'origine, ce ne sont pas les cultures de l'islam, c'était les cultures de l'origine. Mais l'islam est plus grand que la culture. Et donc de ce point de vue, il faut reconsidérer, non pas les fondamentaux ne bougent pas, Dieu est un, la prière est la prière, le jeûne est le jeûne, le pèlerinage est le pèlerinage, ça ne bougera pas. Mais la réalité de notre rapport à la culture dans lesquelles nous allons vivre, dans les cultures dans lesquelles nous allons vivre, ça c'est quelque chose, c'est un discours qui a évolué, c'est un discours qui s'est densifié et vis-à-vis desquels il y a bien sûr des tensions parce que c'est pas acquis, c'est pas facile aujourd'hui parce que qu'est-ce que c'est qu'une culture en fait ? Une culture, c'est un ensemble de représentations symboliques qui unissent une communauté à travers et à partir de certaines valeurs. D'accord ? Donc il y a des représentations symboliques et il y a des valeurs qui constituent une culture. Le problème, c'est que ce que l'on voit en Occident aujourd'hui, c'est que les représentations symboliques sont même déformées pour l'Occident parce qu'on ne sait plus très bien quelle est notre identité, et les valeurs, elles se délitent parce qu'on ne sait plus très bien à quelle valeur on tient. Tout devient égal à tout devient relatif, c'est-à-dire que et donc au nom de cette relativité-là, les réalités de ce que nous on peut considérer comme des transgressions morales sont intégrées à la morale. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi elles sont aussi intégrées ? Pour faire en sorte que ceux qui ont une morale commencent à se sentir et continuent à se sentir étrangers à cette nouvelle culture qui n'a pas forcément de cohérence en termes de symboles, ni de fondement en termes de valeurs. La guerre entre Israël et Palestine, la bande de Gaza, aujourd'hui c'est un sujet qui s'est déjà sur la table au siège des Nations Unies où actuellement tous les diplomates et les grandes personnalités à travers le monde se réunissent et discutent la situation de la bande de Gaza. Selon vous, quelle solution qu'il faut mettre en place pour mettre fin à cette guerre ? Écoutez, je ne crois pas que l'Assemblée générale des Nations unies va changer quoi que ce soit, puisque maintenant on arrive à une année, le 7 octobre, ça fera
une année que ça a commencé à Gaza. Là, maintenant, depuis un certain nombre de jours, on voit que les choses sont en train de s'ajouter, et non pas simplement ça s'ajoute, parce qu'en même temps que la destruction continue à Gaza et en Cisjordanie, eh bien, vous avez aujourd'hui un nouveau front qui s'est confirmé. Avec des informations que l'on sait, c'est que la stratégie israélienne de faire sauter les appareils de communication libanais, de Hezbollah, et puis ensuite les talkie-walkies, c'est une stratégie qui a été mise en place dès 2022. Donc bien avant l'intervention et ce qui s'est passé le 7 octobre et l'intervention israélienne à Gaza. Donc c'est quelque chose qui est d'une certaine façon la cible libanaise est quelque chose qui a précédé. Donc l'Assemblée des Nations Unies ne va absolument pas changer, ça se serait su. Je veux dire qu'il y a eu la Cour internationale de justice, il y a eu la majorité des pays du monde, à l'exception de l'Occident, des États-Unis et de l'Europe qui ne savent pas quoi faire. Ils ont beau demander un cessez-le-feu, le gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahou et ceux qui sont autour de lui n'écoutent rien, ils font ce qu'ils veulent, et ils le font en multipliant les morts, c'est-à-dire on est à près de 50 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, près de 100 000 blessés à Gaza, 1,5 million de déplacés, plus de 600 personnes tuées au Liban, avec un nombre de blessés, et ça continue. Donc, ce qui va se passer, c'est pas grand-chose. Ce qui devrait se passer, c'est d'abord un cessez-le-feu immédiat. C'est ça qu'il faudrait. Et puis ensuite, qu'une fois pour toutes, ceux qui se prénomment la communauté internationale, mais qui ne sont qu'une délégation de certaines nations à travers le monde, eh bien, fassent en sorte aujourd'hui que le droit international soit respecté, que les territoires occupés soient libérés, que les frontières de 1967 soient respectées et que Israël, une fois pour toutes, respecte cela. Et comme de toute façon, Israël n'a jamais déterminé ses frontières parce que ces frontières, il ne faut pas les déterminer puisque leur but est de continuer à coloniser. Il y a peu de chances que les choses se règlent ces prochaines semaines et ces prochains mois. L'Afrique réclame des sièges au siège du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça fait un tollé depuis le début de l'Assemblée générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un minimum que l'Afrique soit plus représentée. Mais les principes démocratiques que l'Occident veut appliquer dans son pays ne sont pas les principes démocratiques que l'Occident veut imposer aux autres pays. C'est-à-dire que dans notre pays, un homme est égal à une voix. Mais quand il s'agit des autres pays, c'est le pays qui a le plus d'argent et qui est le plus riche. Il a 5 voix qui peuvent tout bloquer, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, et la possibilité d'empêcher l'Assemblée générale de pouvoir prendre des décisions. On n'est pas du tout dans un processus démocratique. C'est-à-dire que les règles qui s'appliquent au pays ne sont pas appliquées entre les pays, et on appelle ça le concert des nations. Non, c'est le contrôle des nations. C'est le contrôle par certains de certaines nations et le contrôle par certaines nations de toutes les autres nations. Donc les revendications africaines, l'expression africaine qu'on a vu apparaître dans énormément de pays africains et depuis longtemps d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau. Je veux dire que ce qu'on a entendu des résistants par rapport à la colonisation française ou britannique, c'est pas nouveau. Leur volonté de cette émancipation-là est dans leur pays et au niveau des Nations Unies. Mais les Nations Unies aujourd'hui ne sont pas l'expression des peuples, c'est l'instrument de certains pouvoirs. Et c'est pas pareil. Entre exprimer ce que veulent les peuples et contrôler et être contrôlé par certains pouvoirs, l'équation elle est assez claire et l'Afrique peut bien demander sa part juste au niveau des Nations Unies. Finalement, ce ne sont que des mots.
la réalité sur le plan pratique, elle ne va absolument pas changer les choses. La dernière question, on voit beaucoup plus les musulmans qui sont aux États-Unis, en France et partout à travers le monde. Certains musulmans sont un peu inquiétés, des fois même ils ont des difficultés de pratiquer les religions dans certains endroits publics. Comment voyez-vous? Écoutez, déjà, il faut que vous fassiez attention à la terminologie. C'est-à-dire, vous avez dit les musulmans, puis ensuite les islamistes, puis Non, ensuite je parle de musulmans en général. J'ai bien compris, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce qu'il faut, de ce point de vue, qu'on ne tombe pas dans le jeu terminologique imposé par l'Occident. L'islam, aujourd'hui, est devenu un problème, et la référence à l'islam, de point de vue international. Et quand je dis de ce point de vue, là, je ne parle pas simplement de l'Occident. Même dans les pays majoritairement musulmans, l'islam est un problème parce que ceux qui sont au pouvoir passent leur temps à en trahir les principes et à en trahir la moralité et pour la plupart, ce sont des régimes qui sont corrompus. Et donc, il y a bien une islamophobie, même dans les pays majoritairement musulmans, comme il y a en Occident. Et les musulmans sont effectivement inquiétés parce que ils représentent ce qui doit être par rapport à la globalisation aujourd'hui, technicienne, technologique, occidentalisante au niveau de la globalisation culturelle, eh bien, ils représentent un bastion qui résiste. L'islam résiste du point de vue du nombre, puisque c'est effectivement la deuxième religion du point de vue du nombre, mais c'est la première religion du point de vue de la pratique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le plus important, c'est pas de savoir combien nous sommes, c'est combien pratiquent. Et pendant le mois du Ramadan, pendant toute l'année, vous avez une manifestation de la pratique qui est le plus importante. Ça ne veut pas dire que la qualité est forcément meilleure, mais il y a une véritable représentation par la pratique. C'est un corps de valeurs qui résiste à ce que l'Occident veut imposer aujourd'hui au reste du monde. Donc il y a une résistance, un potentiel par le nombre, une résistance par la morale, et puis la réalité démographique, c'est qu'aujourd'hui, et en Occident, et en Afrique, et en Asie, c'est une religion dont les enfants se multiplient, alors qu'en Occident, on est dans un processus de vieillissement des populations, et en même temps de difficultés économiques fondamentales. Donc, quand vous avez ceci et que vous voyez ce portrait-là, eh bien, évidemment, l'islam et les musulmans concentrent beaucoup d'animosité, sans compter un certain nombre de pays dans lesquels ces réalités sont manifestes. Alors, on parle beaucoup de la Palestine, on a raison, mais il ne faut pas oublier la Chine où il y a des camps de concentration, il ne faut pas oublier la Birmanie, il ne faut pas oublier les pays africains, il ne faut pas oublier ces réalités. En Inde aussi, où il y a un mouvement d'extrême droite particulièrement actif chez les hindous et qui cible les musulmans. Donc on le voit, on voit bien que c'est un problème. Et donc il y a une situation qui est extrêmement difficile et dont les musulmanes et les musulmans doivent aujourd'hui prendre la mesure, non pas pour se présenter comme des victimes, mais pour devenir les sujets de leur histoire. C'est-à-dire, effectivement, on s'en remet à Dieu, mais après, on fait ce qu'il faut faire pour ne pas accepter ce traitement-là, pour ne pas accepter cette attitude-là de la part des pouvoirs, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes, parce que là aussi, on parle de la Russie comme étant le nouveau acteur africain, mais allez voir ce qui se passe au Caucase, allez voir comment les musulmans sont traités, allez voir comment Poutine place des imams qui sont à sa botte et qui n'ont pas le droit de parler. Moi, j'étais allé à Moscou et j'avais même vu le Moufti qui, à un moment donné, à voix basse, m'avait fait comprendre que tout ne pouvait pas être dit. Parce qu'effectivement, ils sont sous contrôle. Donc, il faut qu'on se rende compte de ceci. La réalité que vous décrivez, elle est vraie, mais les ressources que nous devons trouver, elles doivent être non moins vraies dans notre cœur, dans nos intelligences et dans nos sociétés respectives. Docteur, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous dis un grand merci. Non, moi, je vous remercie de l'invitation, je vous remercie de cela. Et puis en espérant que ce puisse être utile. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Voilà. Merci beaucoup.